Alors pourquoi il n'est pas à l'équilibre? S'il est à l'équilibre, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de transport si vous êtes à l'équilibre. Pas de raison qu'il y ait du transport. Donc ça ne nous intéresse pas. On va regarder un gaz qui est dit dilué. Alors qu'est-ce que ça veut dire un gaz dilué? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction forte. Alors on verra plus tard que c'est assez important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils sont soumis à une statistique quand même. C'est des fermions ou c'est des bosons. Enfin, c'est un truc qui est soumis à une statistique. Par contre, ce qu'on va considérer, c'est que on va couper tout ce qui est interaction longue portée. C'est-à-dire qu'à part le moment où ils vont se rencontrer, ils n'ont pas d'interaction. D'accord. Ça compliquerait énormément de problèmes si on devait considérer qu'ils sont corrélés avant de se rencontrer ou après de se rencontrer. Et en fait, ça ne serait pas forcément intéressant parce que comme c'est l'interaction à 1 sur R carré, elle devient vraiment dominante quand ils sont très près. Donc comme ils sont dilués, qu'il n'y a pas beaucoup d'électrons, on va considérer que la plupart du temps où ils ne sont pas l'un sur l'autre, en fait, ils se voient quasiment pas. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre particules, donc on peut la calculer simplement comme étant égale à V sur N au carré, puissance 1 tiers, pardon. On va dire qu'elle est très grande devant R0, qui est la portée des forces. Alors du coup, ce truc-là, ça peut aussi décrire un gaz d'ion neutre. Hein. Ouais. La distance est de l'ordre de quoi? C'est V sur N, pardon. C'est le volume divisé par le nombre de particules, puissance 1 tiers. Donc voilà les limitations de ce qu'on va regarder. Alors un autre point important, c'est qu'on va considérer, on ne considère que des collisions binaires. Donc, ça va un peu avec l'aspect gaz dilué, c'est-à-dire qu'on va considérer que des collisions, c'est 2 particules qui se rentrent dedans. On considère que c'est tellement dilué que la probabilité que 3 particules se rentrent dedans, elle est à peu près nulle. D'accord. Bon, ça, c'est ce que vous avez vu quand vous avez vu l'aspect la thermostatistique, c'est qu'on considère que les chocs à 3 particules sont à peu près nuls. Alors, ça, c'est une limitation qui est pas trop grande. Par contre, elle a une contrepartie quand même importante. C'est que ces chocs suffisent à ramener le gaz à l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules vont se rentrer dedans entre elles, et progressivement, cette énergie-là va se trouver répartie entre les particules et puis entre elles, je veux dire, et l'énergie va se retrouver répartie, ce qui fait qu'à la fin, mon gaz, il va se retrouver homogènement, l'énergie va être homogénie, comment on dit, va être répartie de façon homogène, et mon gaz va être bien à l'équilibre, d'accord? Je ne vais pas avoir de point chaud à un endroit, je ne vais pas avoir... d'accord? Si j'ai de l'énergie à un endroit, elle va se répartir dans tout le gaz. Okay. Donc ça, c'est quand même important. J'ai suffisamment de choc pour qu'en un temps court, le truc se retrouve bien à l'équilibre. Donc on a ces deux limites à respecter. Je ne me retrouve pas avec un gaz qui localement est chaud, quoi. Voilà, donc ça, c'est les points importants de notre truc. Donc, fonction à une particule, on va décrire des choses hors équilibre. On a un gaz dilué, donc on regarde que ce qui est ponctuel, des collisions binaires, mais tout ça, ça nous remet bien le gaz à l'équilibre. D'accord ? Alors, évidemment, le point important à la fin,
c'est quand même... Bon, excusez-moi, je trompais d'outil. C'est que l'action d'une force extérieure modifie la distribution. Voilà. Donc ça, en gros, c'est le programme. On va regarder, quand on met une force extérieure, donc il peut être un champ électrique, un champ magnétique ou un peu ce qu'on veut, ou la température, si vous voulez, on a une fonction de distribution qui va être modifiée. D'accord. Et en fait, l'idée, ça va être simplement de regarder comment cette fonction de distribution à une particule est modifiée dans ces conditions-là, donc uniquement par les collisions à deux particules dans un gaz dilué. Voilà, c'est ça le programme. D'accord. Donc, vu comme ça, c'est pas très très compliqué. Le principe est simple. Maintenant, on va voir comment on va l'appliquer. Donc, c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans le principe. Qu'est-ce que je fais, moi ? Donc, qu'est-ce que c'est que l'équation de Boltzmann ? Boltzmann, c'est une équation qui donne F, qui calcule F. Donc j'ai tout ce qu'il y a à savoir. Vous allez voir qu'en fait, Boltzmann, si on regarde que l'équation générique, c'est extrêmement simple. Comme beaucoup d'équations en physique, elle est extrêmement simple, c'est sa résolution qui est compliquée. Donc trouver les solutions exactes de l'équation de Boltzmann, ça, c'est pas simple. Alors on en trouve des solutions numériques. Apparemment, je ne connais pas bien ça, mais il y a des matheux qui s'excitent là-dessus pour trouver les solutions exactes, dans des cas particuliers, je ne sais pas quoi, bon ça vous leur demanderez. Numériquement, il y a des gens qui cherchent des solutions à Boltzmann. Les solutions qu'on va voir nous, c'est des solutions dans des cas très particuliers. À ce moment-là, on les connaît. Et en particulier, dans des cas simples, où on est à basse énergie, patati patata, là, on en sort quelque chose. Mais l'équation de Boltzmann générale, en fait, elle est très facile à, vous allez voir, en une demi-heure, on va la déduire, c'est pas très compliqué. Alors, quelles sont les hypothèses qu'il y a derrière pour nous ? Les hypothèses. Alors, d'abord, la collision entre deux particules dure taux zéro. Bon, on va voir ce que c'est que ce taux zéro, mais au départ, on dit, voilà, ça a duré taux zéro. Et entre deux particules, entre deux chocs, les particules se déplacent librement. Librement pendant un temps taux et alors là c'est important, temps taux qui est très grand devant T0. Ok. Donc essentiellement on a des particules libres. Libre, ce qui entraîne qu'on va utiliser la fonction de distribution à une particule. Voilà. Donc, le moment où elle se rentre dedans et où elle se voit est extrêmement court. Donc, la fonction qu'on va obtenir, c'est bien une fonction à une particule. D'accord. Vous imaginez 3 électrons, 3 atomes dans la pièce qui se promènent. En gros, c'est des atomes libres. D'accord. Le moment où ils se voient est très très court. Donc, ça a un sens de calculer une fonction d'onde à une particule.
Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez écrire un peu plus gros, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai que souvent ça écrit petit au fond, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Excusez-moi, j'ai plus pensé. Ouais. Donc, le transport, c'est la réponse à une perturbation extérieure. Donc, en particulier, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une quantité thermodynamique. Alors, c'est ce qui rend des fois le transport un tout petit peu plus... Ouais, c'est pas tellement plus gros, là. Je vais essayer de faire encore mieux. C'est ce qui rend les choses un tout petit peu plus compliquées des fois à calculer, parce que vous savez qu'en thermo, à partir du moment où vous avez l'énergie libre, vous pouvez calculer à peu près tout. D'accord ? Parce que si vous prenez les dérivés d'énergie libre, alors, je me souviens plus bien de tout ça, mais enfin bon. Si vous prenez l'énergie libre, vous prenez les dérivés d'énergie libre, puis vous avez à peu près tout ce que vous voulez. En fait, en transport, c'est pas une dérivée, c'est pas une quantité thermo. Donc, vous aurez beau avoir l'énergie libre, ça vous sert à rien. Il faut tout recalculer. Donc, souvent, d'un point de vue théorique, les théoriciens, souvent, ils vous commencent par vous calculer les propriétés thermodynamiques. Pour eux, c'est beaucoup plus simple. Et en général, les quantités de transport, ils ont beaucoup plus de mal à les calculer parce que justement, il faut calculer ce F. Alors qu'en thermo, il suffit d'avoir le F0. Alors que là, il faut le F à l'ordre suivant pour avoir le transport. Et donc, souvent, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de calculer le transport que de calculer les fonctions de thermo. C'est pour ça qu'en général, ça vient beaucoup plus tard. Par exemple, vous l'avez quand vous regardez pendant un supra, si vous voulez, la supra, quand vous calculez les propriétés thermo, c'est beaucoup plus simple que de calculer les propriétés de transport. Je pense que dans le cours, je ne sais pas si Hervé les fait, les propriétés de transport, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous faire une petite partie sur les notations. Alors, j'essaierai de m'y tenir. Alors, faites attention aux notations. J'ai souvent le mauvais goût d'avoir des notations qui changent dans les trucs. Alors, vous me signalez si d'un coup j'ai changé de notation, parce que c'est mon défaut, le changement. Alors, là, j'ai fait un petit partie de notation pour essayer de les mettre sur place d'un coup. Alors, les notations. Alors, la fonction de distribution à une particule, on va noter F de R, de P et de T. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Alors, cette fonction-là, c'est bon. Et là, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est le nombre moyen de particules à l'instant T dans un volume dr centré sur R, d'accord, et avec une impulsion P centrée sur P. Okay. Alors, il faut faire bien attention à une chose, c'est que F peut être différent de Fermi-Dirac.
J'oublie mathématiques. De Fermi-Dirac. Alors, il faudra faire attention dans le cours, parce que des fois, en général, Fermi-Dirac, je vais le noter F0 parce que c'est à l'équilibre. Et puis, bon, mais des fois, j'oublie de le noter, donc dans votre tête, il faut que ça soit bien clair. F, ça va être F0 quand on est à l'équilibre. D'accord ? Mais justement, le but du transport, c'est qu'on ait des propriétés hors équilibre. Donc F, ça ne sera pas forcément Fermi-Dirac. Et en général, alors, le but, c'est de trouver les choses qui ne sont pas Fermi-Dirac. Donc quand on note F, et si j'oublie de mettre un indice, posez-vous la question, c'est F0, c'est pas F0. D'accord. Alors, R0, c'est la plus petite échelle du problème. Rappelez-vous, R0, c'est c'est la longueur d'interaction, donc la longueur sur laquelle les particules interagissent quand elles se rentrent dedans. Donc on dit que c'est la plus petite échelle du problème. D'accord ? Donc on va considérer que les interactions... Ça se masque, on va dire que les interactions sont ponctuelles à l'échelle de dr. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un petit cube comme ça, de côté dr, ben mon interaction, elle a lieu ponctuellement, à l'intérieur de dr. D'accord ? Je dis pas qu'elle, je dis qu'elle occupe un volume nul à l'intérieur de dr. Okay ? Il faut vraiment taper à l'intérieur de dr, elle n'occupe aucun volume quand elles font ça. Ok ? L'impulsion P centrale P, vous vouliez dire dp centrale P? Ouais, dp, tout à fait. Bon, alors évidemment, après la suite, c'est assez trivial. Hein. Donc simplement, page d'avant, là on a mis... Donc ce qu'on va chercher à calculer assez souvent, c'est l'état d'un gaz de n particules. C'est simplement un point dans l'espace de R et de P à 6e dimension. Alors, cet espace-là, on va faire... Dans cet espace-là, c'est n points dans l'espace R de P. Bon, ça, c'est juste évident. Alors, par contre, chose importante, la densité locale de particules. Ça, on va s'en servir souvent. Alors, densité au point N de R et de T, est donnée par l'intégrale de F de R, de P et de T, et vous l'intégrez sur l'impulsion. Okay. Le nombre total de particules vous intégrez aussi sur la position. D'accord, ça je le mets parce qu'on va s'en servir souvent. Et la vitesse moyenne, dont on aura besoin aussi,
vous avez je vous écris des bêtises. Voilà, donc là on a vu tout. Alors, la notation, c'est juste pour que vous les ayez dans un coin. C'est bon? Petit coup de flotte, ça ira mieux. Là, je fais pareil, tiens, c'est une bonne idée. Il fait sec dans cette salle. Ouais. Vous voulez bien un DR, tu peux dans le format de quasiment. Tout ça, un DR, j'ai oublié un DR. Est-ce que j'ai oublié? Vous savez que j'ai oublié un DR. En haut, c'est ça? Là? Ouais. Alors, en avant, on va attaquer la physique maintenant. Bien, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir regarder la forme générale de l'équation d'évolution. Pourquoi il m'envoie encore des notifications, lui? Je ne peux pas comprendre. Je demande 2 secondes, j'aimerais bien lui couper les notifications quand même. Bien. Donc, le but, c'est d'écrire l'équation d'évolution de f. Ok. Alors, la première chose, la chose la plus triviale qu'on va regarder, c'est l'évolution en l'absence de collision. Bon, alors ça, c'est pas très difficile. S'il n'y a pas de collision, vous êtes d'accord avec moi que la dérivée par rapport au temps va être nulle. La fonction ne bouge pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver par rapport au temps, par rapport à la position, et puis à l'impulsion. Okay. Donc, vous obtenez que df sur dt, je fais les dérivées partielles de ce truc-là, ça me fait un premier terme qui est df sur dt, plus, je vais introduire les dérivées partielles, d2r sur dt, gradient r de f, d'accord? Donc là, c'est simplement le terme de la dérivée par rapport à la position. Okay.
Donc là, j'ai introduit simplement une dérivée partielle. Comme j'avais un dr, df sur dr, j'ai introduit un dr sur dt, dr sur gradient r de f. Okay. Plus mon dernier terme, qui va être dp sur dt, gradient p de f. Okay. Donc, puisque f, comme on l'a vu, dépend à la fois de r, de p et de t. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est bon? Alors, ce terme-là, gradient dt sur dr, dr sur dt, pardon, c'est simplement la vitesse. Okay. dp sur dt, donc c'est d de mv sur dt, c'est égal à ma. Donc c'est la force. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce terme-là, on a dit qu'il était nul. D'accord? Et donc, finalement, voilà. Là, on avait mis qu'à l'équilibre, vous avez df sur dt est égal à 0. D'accord? C'est pour ça qu'on avait mis que ça, c'est égal à 0. Mais si vous... il nous reste l'égalité suivante, qui est que df sur dt plus v gradient r de f plus f gradient p de f, c'est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation qui nous donne la conservation de f en l'absence de collision. Okay. Alors maintenant, le deuxième point, c'est qu'on peut regarder l'effet des collisions. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que l'effet des collisions, c'est simplement de changer le nombre de particules dans le volume dr dp. Donc formellement, ce que je peux écrire, c'est que si je tiens compte que du terme de collision, je peux écrire simplement l'équation de Boltzmann de cette façon. C'est que le df sur dt dû aux collisions, c'est égal à df sur dt plus v gradient r de f plus f gradient p de petit f. Voilà. Et
Et formellement, c'est ça qu'on appelle, enfin en solide, hein, c'est ça qu'on appelle l'équation de Boltzmann en physique du solide. Voilà. Donc c'est essentiellement ça qu'on va se trimballer cette année hein, pour résoudre ça. Alors la vraie équation de Boltzmann, hein, celle dans laquelle vous avez tout, c'est plutôt celle-là. Enfin celle-là, c'est-à-dire celle-là, si vous rajoutez ce terme, en fait, vous pouvez écrire que ça c'est égal à df sur dt hein, formellement. On a dit que df sur dt est égal à 0 dans le cas où vous êtes à l'équilibre, mais formellement, vous pouvez écrire que ça, c'est égal à df sur dt. Si vous remontez le df sur dt, là, vous avez une équation, ça est égal à df sur dt. D'accord. Donc l'équation Boltzmann complète, c'est celle-là. D'accord. Et c'est celle-là, si vous voulez vous taper de la résoudre complètement, ça, c'est une équation autocohérente. D'accord. Ça, vous pouvez la résoudre en tapant sur un f0 au départ, et puis la résoudre de façon autocohérente. Je crois qu'à la main, je pense que c'est insoluble. Enfin, je veux dire, mathématiquement, c'est là où je vous dis qu'il y a des gens en maths qui s'acharnent là-dessus, parce que je pense qu'il y a des modèles mathématiques. Il faudrait demander à des matheux, hein, je ne sais pas à quoi ils s'attaquent exactement, mais je pense qu'il y a des gens qui essaient de trouver des solutions exactes à ce truc-là. Numériquement, ça se résout. Bon, celle auquel on s'attaque en solide, en général, c'est celui-là, parce que c'est un truc qui est bien adapté, ça, parce qu'en général, on sait que les électrons, ils ont une fonction de Fermi-Dirac, et en fait, ce qui modifie cette fonction de Fermi-Dirac, c'est essentiellement les collisions. Donc en fait, ce qu'on va regarder, nous, c'est les collisions qui vont changer l'énergie des électrons ou des choses comme ça, mais le nombre d'électrons est conservé, tout est conservé. Et donc ça décrit exactement ce qui se passe dans la solide. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas bien compris pourquoi les collisions, ça va changer le nombre de particules dans le volume. Non, attendez, dans le volume des RDP. Là. Oui. Mais parce que vous avez des échanges de position et des échanges d'énergie. Vous échangez la position et la quantité de mouvement. D'accord. C'est pour ça. Juste F, le grand F, c'est une force extérieure qu'on applique. Ouais, c'est le champ électrique, le champ magnétique, ça peut être la température aussi. D'accord. Donc en gros, ce truc-là, ce que ça décrit, c'est simplement Alors le F, c'est la force, essentiellement la force extérieure, comme vous dites. Et ce terme-là, il va décrire plutôt les problèmes qui se passent à l'intérieur, c'est-à-dire le problème des électrons. Ça décrit plutôt la thermalisation, je dirais. Et ça va décrire plutôt l'effet de la force extérieure. D'accord. Donc champ électrique, champ magnétique, température. Voilà. Et ça vous décrit l'effet l'effet des collisions qui vont suivre là-dessus. Ok. Bon, ben voilà. Après, il faut calculer F. Donc, on va commencer à faire un petit peu ça. Donc, on va regarder un peu formellement comment on calcule F. Et donc, quand on aura fini le cours, on aura calculé F pour l'interaction électron-électron, le F pour l'interaction électron-phonon, et on verra ce que ça raconte. Alors, je vous donne le programme de la suite. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire là ? Alors, si vous regardez ça, le problème, c'est que c'est un peu insortable si vous regardez ça comme ça. On ne va pas calculer F directement là-dessus. L'idée, c'est qu'on va considérer que si on n'excite pas trop fort le système, le F ne va pas être trop loin de F0. D'accord ? Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que F, on peut l'écrire comme F0 plus F1 avec F1 qui n'est pas trop loin de F0. La deuxième idée qu'on va faire, et ça c'est le deuxième truc très important, c'est qu'on va faire une approximation du temps de relaxation. Ça veut dire qu'on va dire que si on va exciter le système, il va revenir à F0 dans un temps taux qu'on va calculer. Donc c'est les deux approximations importantes de la réponse linéaire dans ce cas-là. On éloigne le système à F1, qui n'est pas trop loin de F0, et si on ne fait rien, il revient vers F0 sur un temps taux. Ça, c'est les deux choses qui vont nous permettre de faire des calculs qui vont marcher. D'accord ? Et ça marche tant que vous n'êtes pas trop loin du niveau de Fermi. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle la réponse linéaire. Ça marche très bien quand vous faites des mesures de transport. Vous allez trouver tous les termes électronphonons, les termes électroniques. Toutes les dépendances en température vont bien marcher tant que vous êtes proche du niveau de Fermi. Et alors, ça marche bien parce que le niveau de Fermi, en gros, c'est une température extrêmement élevée. Donc, toutes les manips que vous faites dans la vraie vie, ça marche. Si vous commencez à chauffer des métaux à des températures phénoménales, ça ne va pas marcher. Mais globalement, dans tout ce qui va bien, ça marchera. D'accord. Et c'est ce qui nous sauve, parce que ça, on ne pourrait pas le tracter sinon. D'accord. Donc ça nous sauve. Alors, on va poser. Ce qu'on va faire après, première étape. On va faire un petit bilan d'abord. On pose df sur dt, collision, c'est égal à R bar moins R. Alors, on va voir ce que c'est que ce R bar moins R. Donc, R bar,
dRdP, c'est le nombre moyen de particules, de collision, pendant dt telle que l'une des particules finisse dans le volume des RDP. Et puis inversement, RdPdR, c'est le nombre moyen de collision pendant dt c'est les collisions qui sont telles, ouais. On va dire que c'est des collisions. Telles que l'une des particules sortent voilà, donc en gros c'est simplement une balance, hein. C'est-à-dire je prends un volume dRdP, je regarde combien rentre et combien sortent, je vais faire simplement un petit bilan comme ça de ce qui rentre et ce qui sort. Donc on va compter tout bêtement ça. Alors, qu'est-ce qu'on va compter comme type de collision ? Collision binaire, donc qu'est-ce qu'on va compter dans ce bazar ? Alors, premièrement, évidemment qu'il n'y a que deux particules, puisqu'elles sont binaires. Bon, c'est assez logique. Deuxièmement, pas de transfert d'énergie vers les degrés de liberté interne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple les molécules qui se rentrent dedans, il n'y a pas d'énergie qui part dans la rotation de la molécule. D'accord ? Ça part, la quantité d'énergie arrive dans la quantité de mouvement, elle repart de la quantité de mouvement. On n'a pas d'excitation des rotations, des modes de rotation, des modes d'autres choses. D'accord ? Donc pour ça, pourquoi ? Parce que si vous voulez, comme la vitesse est définie par l'énergie cinétique des molécules, on a tout repart dans la quantité de mouvement. Il n'y a rien qui repart dans des modes internes. D'accord ? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les parois du récipient. Non, pourquoi ? Parce que ça nous ferait des collisions un peu bizarres, parce que c'est pas des collisions entre atomes, donc ça serait pas efficace pour thermaliser notre truc. On considère que des collisions entre particules. Alors, oui, un truc très important, par contre, il n'y a pas de corrélation entre les vitesses des particules.
Donc c'est pour ça en particulier qu'il n'y a pas de... que l'interaction est une interaction... Ça me fait chier, lui. Que l'interaction... Vous les voyez, les notifications, quand elles arrivent ou pas? Non, bon, ça va alors. L'interaction est une interaction sur site, c'est-à-dire qu'avant, les particules ne se voient pas. Il n'y a aucune corrélation, c'est pas lui qui va taper lui parce qu'elles sont attirées. D'accord? C'est vraiment, à un moment, elles se voient juste quand elles se tapent dessus. D'accord? Il n'y a pas deux particules favorisées pour aller se taper dedans. D'accord? Sinon, vous obtiendrez des échanges entre certaines particules privilégiées, vous n'arriverez pas à thermaliser comme ça votre gaz. Voilà, donc ça, c'est les hypothèses qu'il y a derrière. Alors, pour l'instant, ça ne concerne pas forcément des électrons, ça concerne ce que vous voulez. D'accord. Donc, comment on va décrire ces collisions ? Donc on a P1 et P2 qui arrivent là et qui repartent avec P'1 et P'2. Oh, c'est moche mon truc. Vous aurez tous compris qu'ils repartent avec P'1 et P'2. Alors là, on va refaire un petit truc qui va vous rappeler vos premières années de physique. On va simplement... Alors, c'est les particules de même masse. Donc on va définir... Alors vous avez de façon évidente P1 plus P2 égale P'1 plus P'2. Bon, ça c'est évident. Et puis vous avez P1 carré plus P2 carré égale à P'1 au carré plus P'2 au carré. Donc ça c'est la conservation d'énergie. Okay. Donc attendez, après vous faire un truc super balèze. Vous écrivez P1 plus P2 au carré est égal à P1 carré plus P2 carré plus 2 P1 P2. Alors je le fais doucement, sinon je vais prendre tout le temps. P'1 au carré plus P'2 au carré est égal à P'1 plus P'2. Ouais, j'ai oublié les carrés là. Plus 2 P'. C'est quoi là? P'1 P'2. Mais comme vous avez de ces deux-là, comme vous avez... et comme vous avez ces deux relations-là, vous en tirez immédiatement que P1, P2 égale P'1, P'2. C'est vrai ce que je raconte? Non, c'est faux. Ça va bien être vrai. Hein. Alors vous allez voir pourquoi je me sers de ça, parce que je définis après... On pose grand P égale P1 plus P2 et
petit p égale 1 demi de P2 moins P1. Là, vous allez voir, ça vous rappelle des vieux trucs. Votre cours de mes 4 premières années. Donc là, vous avez de façon évidente grand P égale grand P'. Ça, c'est la conservation de l'impulsion. Okay. Alors maintenant, on va développer le deuxième moins. P1, c'est un demi de P2 moins P1. C'est le truc d'avant, puisque vous voyez que ça, P'1 plus P'2 au carré, c'est égal à P'1 au carré plus P'2 au carré. Ça, c'est simplement la conservation de l'énergie cinétique. Et on a démontré juste avant que P1, P2 est égal à P'1, P'2. Okay. Donc si vous allez à la page 1, d'accord, vous avez aussi que P au carré est égal à 1 quart de P2 au carré plus P1 au carré moins 2 P1 P2. Ah, je vais écrire plus gros, excusez-moi. Je vais le refaire en plus gros. Vous écrivez que P au carré est égal à 1 quart de P2 au carré plus P1 au carré moins 2 P1 P2. Est-ce que le petit p est égal à 1 demi P1 moins P2 ou bien 1 demi P1 plus P2? Non, c'est moins. C'est la différence. Alors, si vous regardez bien ça, c'est sur la relation qu'il y avait avant. Ça, c'est égal à P'2 au carré plus P'1 au carré. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Et ça, c'est égal à P'1, P'2. Ça ne se voit pas du tout en vert, c'est ça que vous allez me dire. Donc, je vais vous le refaire en bleu. Donc ça, c'est égal à P2, P'2 au carré plus P'1 au carré. Et ça, c'est égal à P'1, P'2. Ça, c'est ce qu'on vient de démontrer. Vous obtenez que ce terme-là, c'est P'2 au carré plus P'1 au carré. Et ça, c'est égal à 2 P'1, P'2. Donc ici, ça vous fait simplement un terme qui vaut 1 quart de P'2 au carré plus P'1 au carré moins 2 P'1, P'2. Ok. Donc ça, c'est égal à P'2, P', au carré. Ok. Je ne peux pas vous convaincre. Si, vous suivez, c'est bon. Donc, vous obtenez un système à la fin où vous avez grand P est égal à P1 plus P2, grand P' qui est égal à P1, P'1 plus P'2, petit p qui est égal à 1 demi de P2 moins P1, petit p' qui est égal à 1 demi de P'2 moins P'1, et vous arrivez à ce système que grand P est égal à grand P', et module de petit p est égal à module de petit p'. Voilà.
Pouf. Pénible. Que du bonheur. Et ça, vous verrez, quand vous avez les transparences en ligne, vous regardez, ça se fait tout seul. Ça, c'est bien de les avoir en ligne, vous reprenez ça tranquille chez vous un soir. Ça, s'il fait tout seul. Alors, pourquoi je vous ai fait tout ça? Parce que si vous regardez ce truc-là, en fait, ça, c'est... Bon, alors, quand je l'ai fait, c'est un tout petit peu... Ça remonte à loin dans le temps, mais... ça, c'est la... Ça vous rappellera la diffusion sur des obstacles fixes. En fait, vous avez un truc où vous avez P égale P', c'est quand vous avez la diffusion, un truc qui arrive et qui est diffusé par un atome fixe. Vous savez, le module est conservé, ça diffuse à l'angle θ. C'est ça que ça représente, ce genre de truc. Donc, on a redéfini les trucs en P1 moins P2 parce que ça... Je vais vous faire le dessin, je suis con d'ailleurs. Ça ira aussi vite. Donc, ça représente ça. Vous avez ici un axe. Vous avez ici un point O. Vous avez ici, alors... Je vais essayer de vous les faire bien, mais il est dur ce dessin à faire bien. Bon, là, par exemple, il est tout naze. Voilà. Peut-être non plus. Bref. Vous avez ici une particule qui arrive avec une impulsion P. Puis là, elle est diffusée dans un moment qui va être P'. Avec ici un angle θ. Et avec le P égal à P'. Vous voyez, c'est les diffusions avec conservation de la quantité de mouvement ici. C'est ça que ça représente. Sur le cas, vous avez module de P qui est égal à module de P'. Et alors là, il faut que je vous mette des... Le problème, c'est que je fasse le dessin proprement, parce que c'est des tas de trucs à mettre. Donc P égale P', c'est la conservation de la quantité de mouvement. Et le fait que P est égal à P', petit p égale P', ça veut dire que c'est simplement une rotation. D'accord? Ouais. C'est quoi votre tranche de cylindre là sur le dessin? Ouais, alors justement, il faut que je vous le fasse bien, le cylindre, parce qu'il est important. Vous allez voir pourquoi. Le cylindre, il représente quoi? Alors attendez, il faut que je me concentre pour le faire bien, le cylindre, parce que... C'est pas un cylindre, c'est un disque. C'est un cercle. C'est un deuxième cercle. Il est vraiment moche, mon deuxième cercle. C'est un deuxième cercle. Ici, vous avez un paramètre qui est B. D'accord, c'est la largeur B. D'accord. Ici, vous avez la largeur DB. D'accord. Et ici, vous avez un paramètre phi qui est là. Et ici, c'est des phi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, je vais le faire, c'est que je vais vous le reporter ailleurs. Je vais vous le faire de face, ce truc-là. Alors, de face, ce sera plus simple. D'accord? Donc, vous avez B. Ça, c'est DB. Après, vous avez un angle par rapport à la verticale. Vous avez un angle défini qui sera phi. Et ça, c'est défi. Bon, pas tellement. Est-ce que vous visualisez un peu le bordel? Non, pas très bien. C'est un disque qui est mis dans... Parce qu'en fait, si vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, ça va être l'angle élémentaire sur lequel on va intégrer pour avoir toute la surface, vous voyez. C'est un faisceau qui arrive, on a découpé la surface par laquelle il arrive en angles, en petites surfaces qui font... Je vais vous le faire. Comment je vais vous le faire pour que ça soit bien fait? Pas gagné cette affaire.
Ah si, j'ai un truc pour faire les cercles. Attendez, je suis con. Non, j'ai un truc pour faire des beaux cercles. Bougez pas. Bougez pas, vous allez voir. C'est bon, le cercle, comme ça. Ça peut être la classe, un cercle comme ça. Ah, le problème, c'est que du coup, ils se mettent les uns sur les autres. Bon, c'est pas grave. Le deuxième, je vais le faire à la main, du coup. Je suis obligé. Voilà, bon. Donc, en fait, quand je vais intégrer sur un petit bout de surface comme ça. D'accord? C'est ça, mon bout de surface. Donc, il a un bout de longueur. Il a un bout de longueur DB. Parce que la longueur là, c'est B. D'accord? Et il a un petit angle ici qui est défi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est défi. D'accord? Et mon faisceau, il arrive là-dessus, comme ça. Ça, c'est mon faisceau incident. Ok? Et donc après, je vais intégrer sur défi et sur DB pour avoir toute la surface sur laquelle il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends une feuille et que j'ai mon faisceau qui arrive ici, imaginez que mon disque là, il soit mis sur cette feuille-là. Je vais intégrer sur tous les phi et sur tous les B. Et ça me donnera l'espace, ça me donnera toute la surface. Mais alors là, c'est pas fini pour l'épreuve de dessin parce que j'ai vachement plus dur de l'autre côté. De l'autre côté, il faut que je vous fasse un truc. Il faut que j'essaye de vous dessiner un angle solide. Alors là, c'est encore une autre affaire. Un angle solide, ça ressemble à un œil. Donc, je vous dis même pas l'affaire. Vous voyez pas trop mal là. Alors, essayez de voir un œil, comme ça, je le coupe en morceaux, en tranches. D'accord? Alors, un angle solide, vous avez ici un angle. Donc, si vous faites un morceau d'angle dθ, d'accord, en fait, ça va vous promener. C'est super compliqué à dessiner parce que si vous faites ici, là, quand vous faites bouger phi, ça vous fait bouger comme ça. Alors pourquoi? Parce que si vous imaginez que votre angle phi qui bougeait comme ça, vous ramenez ici et vous faites bouger votre phi, ça vous fait bouger comme ça sur l'angle là. Et ici, ça vous fait bouger en dθ. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire bouger, imaginez que vous faites bouger ce θ là et que vous avez un demi-sphère devant, votre angle il va bouger comme ça. Il va se balader comme ça, la pointe de votre crayon. D'accord? Imaginez que vous êtes là et puis que vous avez en face de vous un bol. Si vous faites bouger votre truc comme ça, sur le bol, il va dessiner un truc comme ça. Et imaginez au contraire que vous avez un truc vertical, ce qui est le gap de défi. Si vous le faites bouger comme ça, il va vous dessiner un truc comme ça sur votre bol. D'accord? Et ce petit machin là, que vous êtes en train de dessiner là, mais ça c'est ce qu'on appelle d oméga. C'est ça l'angle solide infinitésimal, c'est ça. Ok? Donc ça, c'est un truc à dire. Alors, donc ça, vous imaginez qu'en fait, c'est ça, mais pivoté de 90 degrés. D'accord? Donc vous avez les angles. En fait, les particules, elles arrivent. Selon les conventions anciennes, les particules, elles arrivent comme ça. D'accord? Elles arrivent de ce côté, elles traversent la surface. Ensuite, elles sont déviées et elles repartent comme ça, en traversant la sphère comme ça, avec un angle solide qui est là. Ok? Alors, le B, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'impact. Alors, si vous voulez un beau dessin de ça, vous tapez sur Internet expérience de Rutherford. Et vous aurez un très beau dessin de ça et tout le calcul qui est fait. Enfin, des beaux dessins. En général, c'est pas plus simple à comprendre. Et on va appeler I le flux incident de particules.
Alors, c'est-à-dire que si vous prenez tout ce qui est rentré dans ce petit truc-là, d'accord, ça a une surface BDB défi, d'accord, ben, ça ressort dans ce petit truc-là qui a une surface sigma de oméga par définition. Dans le problème qu'on voulait éviter tout à l'heure, c'est que sigma de oméga, ça revient à quoi? Ça revient à regarder ce qui se passe ici au niveau microscopique. C'est-à-dire, j'ai un électron qui arrive là, et je vais regarder comment il est dévié ici au niveau de l'interaction microscopique. Ça, c'est pas souvent ce qu'on voulait éviter de faire. Donc en fait, ce qu'on va garder dans la suite, c'est qu'on va garder... Il y a quelque chose d'assez évident déjà, c'est que la conservation du nombre de particules ça nous donne simplement que BDB défi c'est égal à I sigma de oméga. Non, sigma de oméga. Attendez. Donc ça veut dire quoi? Donc sigma de oméga, c'est simplement la surface efficace de collision. Alors, le point important, c'est que il faut calculer sigma de oméga. Alors, c'est là que les problèmes commencent. Donc quand on écrit ça, on écrit juste la définition de sigma de oméga, on n'a rien écrit de plus, hein, d'accord? Ce qu'on écrit, c'est que ce qui rentre là, ressort là, c'est la définition de la surface efficace de collision. D'accord? Ce qui rentre là, sort là. Alors, ce qu'on écrit là, c'est que le problème, c'est de calculer sigma de oméga. Alors ça, on ne va pas le faire, parce que le problème, c'est que si on veut calculer sigma de oméga, on rentre tout sigma de oméga comme un paramètre. D'accord? Et on va calculer les interactions, simplement, on va garder sigma de oméga comme un paramètre, et on va simplement dire que les résultats dépendront effectivement du sigma de oméga qu'on va avoir. D'accord? Alors ça, c'est pas forcément très grave, parce que dans la suite, on verra qu'il y a peut-être des façons de l'estimer, ou de mettre des choses dedans, ou de regarder quelle est l'importance finalement de ce truc-là. Okay? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, alors lundi, le truc que je